Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette, journaliste, éditorialiste. On vous retrouve tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio pour l'édito politique. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex. Votre chaîne s'intitule Les Indécis, c'est une chaîne de débat politique sur YouTube. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Et nous attendons Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction de Livre Noir. Olivier Faure a appelé à une marche transpartisane contre l'antisémitisme avec le RN, point d'interrogation. On ne peut pas dire que les partis politiques s'entendent sur ce sujet. La loi immigration le débat commence aujourd'hui avec cet article 3 sur la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, qui est l'article qui est l'objet de toutes les discordes. Emmanuel Macron propose d'élargir le référendum à l'immigration. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arlette, on va commencer avec vous. Coup de naïveté. Oui, j'ai un grand coup de naïveté ce matin, parce que on sait très bien qu'il n'y a pas un sujet plus clivant que celui de l'immigration. On en est à la 30e loi, donc on a tout connu, tout vécu, les ministres de droite essentiellement. Parce que la droite dit aujourd'hui qu'aucune loi, au fond, n'a pu régler le problème. La plupart des lois ont été votées sous des gouvernements qui appartiennent à son camp. Donc c'est une manière de balayer un peu bizarrement le passé. Ouais. Donc mon petit coup de naïveté ce matin, c'est de dire, voilà, il y a un climat un peu particulier, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un climat de risque terroriste, dans un climat d'un conflit au Proche-Orient qui divise beaucoup. Je me disais que ce serait bien que finalement chacun essaye sur ce texte de ne pas gagner ou tenter d'obtenir une petite victoire sur l'adversaire, la droite sur le RN, la droite sur le gouvernement sur les droites. Et si on arrivait à trouver un compromis sur des mesures essentielles, qui effectivement, c'est bête ce que je dis, pardon, mais j'assume totalement cette naïveté, essayer de trouver vraiment un accord et un compromis sur les points essentiels qui d'ailleurs sont demandés par les Français. Quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, elles vont toutes dans le même sens. Elles vont même jusqu'à, de temps en temps, approuver, ou même souvent, les mesures proposées par les LR, et même aussi à approuver les propositions du gouvernement, notamment sur l'emploi des travailleurs immigrés dans des secteurs où effectivement les Français ne se bousculent pas. Donc voilà, je me dis que ce serait bien qu'il y ait une espèce de sursaut national et qu'on dise, le moment est particulier, alors on se met d'accord, on trouve une solution, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de victoire, il n'y a pas grand-chose à gagner, sauf l'estime des Français, ça n'est pas rien. Ce n'est pas rien. On va en reparler tout à l'heure. En fait, je pensais que vous faisiez un coup de gueule, je ne sais pas pourquoi, un coup de naïveté sur le climat. J'avais lu en diagonale le climat politique. Le climat politique, mais ça fait partie de notre sujet. C'est aussi périlleux que le climat avec des trompes d'eau. On va parler climat avec vous, Jean-Luc. C'est un coup de cœur. C'est ça. T'as confondu, Valérie. J'ai confondu, voilà. Mais ça introduira notre sujet tout à l'heure, Arlette. Mais c'est un coup de cœur. Ce matin, il y a des militants écolos, de manière non violente, qui ont bloqué notamment le ministère de l'Environnement pour protester contre l'inaction climatique de ce gouvernement. C'est pas le seul qui est en inaction climatique. Dans le monde, ça pullule, ces inactions climatiques. Voilà. On vient de vivre quelques jours, sans surprise d'ailleurs, de tempêtes plus fortes les unes que les autres, qui arrivent plus régulièrement qu'avant. C'est pas très nouveau, mais elles sont de plus en plus fortes. Voilà, ça montre qu'il faut prendre des décisions plus importantes et que pour l'instant, ces décisions importantes ne sont pas prises. Ouais. Voilà. Et donc, je rageais là-dessus en disant, c'est un coup de cœur parce que tant que ce sont des manifestations de ce style, totalement non violentes, je pense qu'elles sont bonnes à prendre. Pour alerter. Avant de vous donner la parole, Alex, moi je voulais revenir sur un tweet de Noël Lenoir hier qui montrait une photo d'aéroport de Paris avec des gens en train de prier à Charles de Gaulle. Donc elle dit, que fait le PDG d'aéroport de Paris quand son aéroport se transforme en mosquée? Le changement d'affectation est-il officiel? Augustin de Romanet, qui est le patron d'Aéroports de Paris, lui répond en disant, il répond plus précisément à Astrid Panossian, qui est également députée Renaissance, qui a
relevé en posant la question, en disant qu'il y avait des lieux de culte dédiés à l'aéroport. Et c'est vrai que cette image est assez étonnante. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est la réponse d'Augustin de Romanet. Il s'agit d'une première regrettable. Il s'agit d'une première regrettable. 2, des lieux de culte dédiés existent. 3, la police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Et 4, c'est là où je m'étonne, pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment. Donc c'est le fameux pas de vague, c'est le fameux on met la poussière sous le tapis, c'est le fameux quand même, peut-être que... et moi j'ai trouvé que cette réponse, le 4e point, était pour le moins stupéfiant. Justement, c'est peut-être le moment aussi de faire attention à ce genre de choses pour pas créer des nouvelles... polémique pour rien. Et là, il réagit vraiment à côté de ses pompes, le président d'ADP. Je suis désolé, ce que je veux dire va pas plaire, mais ce sont des gens en fait qui sont surdiplômés et qui sont déconnectés de la réalité, quoi. On le voit jamais tweeter. J'ai été vérifié, on le voit jamais tweeter. Et vient tweeter là pour répondre cet élément de réponse après ce qui s'est passé hier à l'aéroport de Paris. Encore une fois, en plus il faut faire attention parce qu'on sait pas. Ça se trouve c'est un avion qui venait de l'étranger. Effectivement, on va pas non plus en faire plus qu'il faut en faire, mais quand vous êtes président d'aéroport de Paris, vous pouvez pas répondre ça. Il faut répondre les 3 premiers points ou les 2 premiers. Il y a des lieux de culte qui sont faits pour ça à l'aéroport. Il y a eu des projets de loi qui ont été votés pour ça, pour créer des lieux de culte à l'aéroport à Paris. On s'en sert pour prier, tout simplement. Voilà. Oui, Jean-Luc ? Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alex. Ouais. C'est quoi? C'est de la trouille? C'est Arlette Chabot? C'est été extrêmement embêté, Augustin de Romanet. Donc effectivement, alors c'est le dernier point dont il aurait pu se passer. Donc après, on rappelle juste ce qui existe et c'est effectivement il y a une police quand même pour faire respecter un peu dans les aérogares dont il n'est pas responsable. Dont il n'est pas responsable. Donc il peut se décharger en plus assez facilement sur la police, ce qu'il fait d'ailleurs. Bon, et le dernier point, on l'oublie. Ouais, et juste la réponse aussi de Luc Carvounas, totalement d'accord avec vous, Augustin de Romanet, une députée de la Nation, donc il fait référence à Astrid Panossian, ne doit pas participer par des expressions maladroites à ce qui pourrait s'apparenter à de l'islamophobie. Madame, je vous demande de préciser votre propos, voire de vous excuser. On marche sur la tête quand même, non? C'est quand même très étrange. Oui, c'est bizarre et je sais pas si ça sert à quelque chose de dire ça. Là, pour le coup, je trouve qu'il met une pièce dans la machine, lui aussi. Donc, encore une fois, on répète, il y a des lieux qui sont prévus pour ça dans l'enceinte de l'aéroport de Paris. Allons-y. Juste dans ma série de naïveté, si tout le monde pouvait faire un peu plus attention que d'habitude, aussi en ce moment, où il y a une extrême tension à ce qu'il dit, à ce qu'il tweet. Bien sûr. Et un tweet retenu, parfois, peut éviter bien des ennuis. Vous avez raison. Celui de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ce week-end, qui a fustigé les chiffres donnés par Libération et BFM en disant, comme par hasard, avec le même patron. Alors d'abord, il y a une erreur, puisque Libération n'appartient plus à Monsieur Drahi, mais à Monsieur Kretinsky, et ce sous-entendu était... Non, moi, ce qui me dérange, ça me dérange, mais ce qui me dérange plus derrière, c'est François Hollande qui dit « Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite, et peut-être entouré d'antisémites. » Je pense pas non plus. En tout cas, il aide beaucoup à penser qu'il soit antisémite, Jean-Luc Mélenchon. Parce que chaque semaine, il y va d'un tweet qui sert à rien et qui fait juste que provoquer les réactions sur les réseaux sociaux. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour les débats. Tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour les débats avec aujourd'hui Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste. On vous retrouve tous les week-ends sur LCI et puis également sur Sud Radio à 7h35 tous les lundis matins pour l'édito politique. Alex Darmon, journaliste politique. Vous êtes sur YouTube avec votre chaîne Les Indécis, une chaîne de débat politique. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction de Livre Noir. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On va revenir sur cette loi immigration qui commence à être débattue cette semaine, aujourd'hui même à l'Assemblée avec ce point, cet article 3 sur la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Emmanuel Macron qui propose d'élargir le référendum à l'immigration et puis cette marche transpartisane contre l'antisémitisme où évidemment tout le monde ne veut pas manifester aux côtés du rassemblement qui
aux côtés du Rassemblement national, qui aux côtés de LFI. On n'est pas près de sortir des clivages politiques. Alors, on continue notre tour de table. Éric Tegner, c'est un coup de gueule ? C'est un coup de gueule, oui. Alors, figurez-vous qu'en lisant le journal Le Point hier, j'ai soudainement été pris de panique. Le grand reporter réputé, Nathalie Chuck, a en effet annoncé, que dis-je révélé, après une enquête minutieuse, le dernier pan de la stratégie diabolique de Marine Le Pen. Vous le savez, Marine Le Pen, elle connaît d'année en année une amélioration de son image. C'est ce qu'on appelle la stratégie de normalisation. Patatras, préparez-vous à entendre le dernier volet de cette minutieuse stratégie. Marine Le Pen serait prête à devenir grand-mère. Et oui, selon Le Point, je cite, c'est une stratégie qui vient parachever la stratégie de normalisation qu'elle a entamée depuis des mois pour devenir la maman des Français. Il se murmure que l'enfant du stratège arrivera en mars, avant les élections européennes. Tiens. Alors une ombre demeure, cite cette brillante grand reporter chevronné. Va-t-on continuer au sein du parti à la flamme à appeler Marine Le Pen Tati, ou va-t-elle désormais se surnommer Mamie ? Alors bref, vous avez bien évidemment compris mon ironie. C'est une vaste blague du Point, qui s'est d'ailleurs empressé de modifier puis de supprimer son tweet, sans compter que ce n'est pas très féministe friendly de sortir de telles âneries. Gageons que, à mon avis, le compagnon de sa fille a bien dû s'amuser en se disant qu'il avait été cet objet du stratège, en espérant que cela ne se soit pas déroulé comme sous l'Ancien Régime, où la cour du roi assistait à la nuit de noces pour s'assurer de l'effectivité du mariage. Alors conclusion, si la presse même sérieuse comme Le Point en est là, c'est qu'il y a bien peu de choses à dire sur Tata Marine. Ouais, c'était une vidéo, c'était une plus vidéo, qu'un tweet, tout à fait, complètement assumé. Avec une vidéo, et donc oui, c'était un peu. Mais donc ils sont revenus sur leur information. Ils ont d'abord modifié le tweet, puis ils l'ont supprimé, tout simplement, parce qu'en fait, c'est pas tant l'information qui est intéressante que le fait qu'elle l'utilise vraiment comme un décryptage. Que l'analyse, c'est elle ça. En fait 3 minutes de décryptage, très sérieusement. Il y a pas d'ironie, et vous dites que c'est elle qui chronique à chaque fois le Rassemblement national. Donc d'un coup, on se dit quelle est quand même l'effectivité de l'objectivité qu'elle a aujourd'hui sur Marine Le Pen et le RN quand elle en est tenue à tomber jusque-là. Vous en pensez quoi ? Les rares ou Manoumest. Bon, Arlette est dans une grande mansuétude aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai vu cette vidéo, ça m'a. La stratégie politique, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Marine Le Pen à part ça. Voilà, c'est parce qu'elle n'intervient pas beaucoup non plus. Faut être honnête. On l'entend pas beaucoup dans les médias en ce moment. Il y a Jordan Bardella qui monte au créneau. Beaucoup, et qui clairement va soutenir Marine Le Pen pour la présidentielle. On entend partout qu'il veut y aller lui, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a plutôt des signes inverses. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Nathalie Chouk, elle suit le Rassemblement national. Je trouve qu'elle le fait plutôt bien. Mais c'est vrai que là, hier, c'était un papier de week-end, peut-être un peu trop week-end. Un peu trop week-end. Alex, c'est un coup de gueule, vous ? Ouais, c'est un coup de gueule, moi, contre la jeune icône palestinienne Ahed Tamimi. Je sais pas si vous avez vu. Elle a été arrêtée la nuit dernière en Cisjordanie parce qu'elle était accusée d'avoir des propos et des envies d'actes terroristes. Je peux dire, son poste « Allez les colons, nous allons vous massacrer. Ce qu'Hitler vous a fait est une blague par rapport à ce que nous allons vous faire. Nous boirons votre sang et mangerons votre crâne. » Donc je crois que, en fait, moi, ce qui m'ennuie, ce qui m'énerve même carrément dans ces propos, déjà la Cisjordanie, faut dire une chose, des deux côtés, c'est le bazar. C'est-à-dire que, c'est même plus que le bazar, c'est n'importe quoi des deux côtés. Vous avez des Israéliens colons qui vont tuer des Palestiniens, et vous avez ce genre de propos, et aussi des Palestiniens, puisqu'on a vu un Israélien qui est décédé la semaine dernière après des tirs, qui est décédé donc vendredi dernier. Et moi, ce qui m'ennuie dans ce genre de propos, d'abord, c'est l'appel à la haine. C'est encore un appel à la haine, une autre fois, et surtout, c'est là, c'est Ahed Tamimi, qui est une amie d'ailleurs de Clémentine Autain et d'Arcilia Sourdé, les députés de la France Insoumise. Mais c'est qu'on convoque encore Adolf Hitler dans ce conflit. On a vu un champion olympique la semaine dernière le faire, qui a dit que Netanyahou était pire qu'Adolf Hitler. Là, on a une icône, c'est une icône palestinienne, Ahed Tamimi, et on choisit ces icônes. Donc les Palestiniens l'ont choisi, qui encore nous dit ça va être encore pire que ce qu'Hitler vous a fait. Bref, moi tout ça me met très mal à l'aise. On bascule dans le n'importe quoi, et vraiment dans l'ignominie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc elle a été arrêtée. On voit encore Arcilia Sourdé ce matin qui fait un tweet en disant faut que ça s'arrête, les arrestations comme ça en pleine nuit. Oui, mais enfin quand vous tenez des propos comme ça, vous faites un appel au terrorisme. C'est logique que l'État d'Israël veuille se protéger. Voilà. Donc mon coup de gueule, il est là-dessus ce matin. J'espère que ça va se solutionner. Je sais pas elle a été arrêtée pour un entretien et pour un interrogatoire approfondi. On verra bien ce qu'on en retient. Ouais. Réaction.
Une réaction c'est juste Arlette, immonde ce texte. Voilà. Après, effectivement, l'est arrêté. La Cisjordanie, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est s'il y a une explosion, un risque d'explosion très fort. Donc voilà. Et ces mots, faut qu'ils arrêtent. Quoi, je veux dire, enfin vraiment. Et même les humoristes en France, c'est déjà à pleurer de tristesse. Et alors là, c'est exactement la même chose. Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut utiliser ces mots. Enfin voilà. On peut encore une fois condamner Netanyahou. Personne n'a envie de défendre Netanyahou, et surtout pas l'immense majorité des Israéliens. Mais en même temps, enfin voilà, il faut qu'il y ait un moment où les gens réalisent vraiment ce qu'ils disent, quoi. Et je crois qu'ils ne comprennent pas. Après, si on prend la hauteur de vue aussi, ça fait tellement d'années qu'à chaque fois on fait des attaques vers les gens en disant vous êtes des nazis, etc. permanents, qu'en fait on a aussi complètement galvaudé cette expression. Et il faut le réaliser, et ça c'est une responsabilité qui est assez collective et aujourd'hui sur la scène politique et médiatique. Que en fait, il y a des gens aujourd'hui qui disent ça, ils savent pas du tout, et ça devient une insulte du commun des mortels, et c'est ça qui est dramatique. Je crois que c'est aussi un peu générationnel, c'est-à-dire que les plus âgés, dont je fais partie, ont été élevés dans le souvenir, dans les familles, ils savent ce que ça veut dire, donc la guerre, les nazis, la résistance. L'antisémitisme, ça. Donc il y a une culture, il y a des mots qu'on n'utilise pas, il y a évidemment des tabous, et heureusement pour cela il faut pas les renverser. Donc je pense qu'avec une nouvelle génération il n'y a pas ce tabou, il n'y a pas de tabou, après tout c'est considéré comme une insulte. C'est pas une insulte de traiter quelqu'un de nazi comme les autres. C'est pas dire connard, pardon de le dire comme ça. Ça veut pas dire connard, c'est pas la même chose. Jean-Luc Benamias. Moi, je crois quand même que les générations savent lire. Non. Il y a des livres pour ça, des documentaires, globalement. Donc, ce que dit cette femme, j'ai regardé ça comme vous, c'est ignoble. Après, ce qui se passe en Cisjordanie est totalement inacceptable. Cette colonisation successive, alors qu'il y avait eu des accords qui avaient été faits, tout le monde s'en rappelle, sur une répartition entre la Palestine et Israël. Et là, il y a une colonisation absolument abominable qui fait que on voit très mal, et je vois très mal, comment on peut résoudre, dans les temps qui viennent, le conflit israélo-palestinien si ces choses-là continuent. Voilà. Ce qu'a dit cette femme, je le redis, c'est totalement n'importe quoi et c'est totalement ignoble. Voilà. Et je ne vois pas comment, d'ailleurs, les gens peuvent la soutenir. Alors, j'ai lu ce matin, comme vous, qu'elle a été arrêtée. Bon, qu'elle soit arrêtée me paraît extrêmement normal. Ouais. Il y a eu aussi, on peut parler de cette manifestation samedi à Paris, où il y a eu des discours pour le moins étonnants aussi, où on a où il y a eu certains mots du style le 7 octobre était un battement d'ailes de papillon. C'est poétique, mais c'est tellement dégueulasse de dire quelque chose comme ça. Il y a eu effectivement, ça c'était à Montpellier, vous avez eu aussi une comparaison avec un viol. Fait à Paris, fait à la place de la République, où je sais pas qui c'est, un défenseur de la cause palestinienne, si on peut l'appeler comme ça, disait que Israël n'avait pas le droit de se défendre parce que Israël était un violeur, quoi, en quelque sorte, et que on ne se défend pas quand on est un violeur. Bref. Oui, il y a des vrais problèmes dans ces manifestations, et enfin moi je trouve, en tout cas à mon sens, je le dis très clairement, je trouve qu'il y a des problèmes dans ces manifestations, et que on peut comprendre pourquoi le ministre de l'Intérieur veut les interdire. Voilà. Donc il y a des problèmes par rapport aux propos qui sont tenus, par rapport au moment même des manifestations, avant, après. Je suis désolé, quand on voit les propos de Tahabouaf aussi, avant et après sur Twitter, c'est pareil. On disait en antenne que effectivement il fallait peut-être économiser les tweets. Moi je vais vous dire, depuis le début, je tweete plus, parce que je sais pas, je pense que je réagis trop sur l'émotion, et donc je me dis ça sert à rien, c'est quelque chose que je pense moi, il faut que je le garde pour moi. Mais il y en a qui tweetent beaucoup plus qu'avant, et je pense qu'ils font beaucoup de mal à notre démocratie, et même aux gens à qui ils pensent faire du bien. Tahabouaf, quand hier il dit il faut que les musulmans de France organisent leur défense médiatique, physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont créer des milices. C'est quand même incroyable d'écrire des choses comme ça. Je suis désolé de le dire, mais il y a des esprits simples sur les réseaux sociaux. Et quand vous dites ça, ça peut développer vraiment le pire de l'humain, quoi. Et plus le temps passe, plus la parole cyber, nous on se rend à chaque fois sur ces manifs le samedi. Aujourd'hui, il y en a énormément de plus en plus qui soutiennent clairement le Hamas, ils le revendiquent. En fait, au fur et à mesure qu'il y a des avancées des troupes israéliennes à Gaza, que du coup il y a des images de morts, d'enfants malheureusement morts également dans la bande de Gaza, eh bien ils disent qu'ils pensent vraiment au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils pensaient dès le 7 octobre qu'ils avaient du mal à dire, c'est que dans le fond, Israël est un État terroriste,
Et donc, ça justifie complètement ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ça, ils le disent face caméra, hein, le nombre de vidéos qui sortent là-dessus, où ces personnes interviewées défendent le Hamas en disant que c'est des résistants. Et là-dessus, la responsabilité de la France Insoumise, elle est immense, parce qu'elle pousse justement à libérer la parole là-dessus, quoi. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de la loi immigration, puis on va parler de cette marche justement transpartisane qui visiblement ne pourra pas se faire. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie pour tous ces conseils et puis vous souhaite une bonne continuation pour votre émission qui aide beaucoup de gens. Merci Nathalie, on va continuer. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlions de ces manifestations qui ont eu lieu un petit peu partout en France, celle à Paris en particulier où on a vu des discours qui n'étaient pas des discours de paix, c'est le moins qu'on puisse dire. Une auditrice, Laurence, me dit, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est la foule autour qui applaudit. Véronique me dit, c'est une personne sur 200 000 ou sur 2 millions. Non, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui scandaient on les a vus avec des affiches et puis effectivement il y a eu une acclamation de certains discours très clairement anti-Israël et appelant à la haine. Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a appelé dimanche toutes les forces politiques à un rassemblement contre l'antisémitisme, mais évidemment la politique a repris le dessus puisque les autres partis ont fermé la porte au rassemblement national. On n'arrive pas à mettre de côté, ça rejoint ce que vous disiez sur la loi immigration, Arlette Chabot, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre de côté, comme ça avait été le cas au moment de Carpentras ou au moment de Charlie Hebdo, tous les intérêts politiques, la petite politique dans ce type de débat. Oui, alors ce matin, François Hollande, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, je trouve a eu une bonne idée, c'est-à-dire qu'il dit pourquoi ne pas faire à l'Assemblée nationale un vote qui permettrait de voir effectivement qui soutient un texte condamnant toutes les formes d'antisémitisme. Il y aura un vote solennel et on verra qui effectivement qui vote pour, qui s'abstient parce qu'il manquera un mot et le mot ne sera pas anodin. Donc je trouve que c'est pas plus mal de dire au fond, c'est d'abord les politiques qui doivent effectivement, il y a une clarification évidente. Donc je trouve que c'est pas idiot parce que sur une manifestation, elle a été annoncée très vite par Olivier Faure, on a dit c'est bien, sauf qu'après quand on dit ah oui mais finalement le Rassemblement national c'est pas possible, donc on modifie les conditions qui permettraient à tous les partis d'y participer. Tout ça est totalement biaisé. Donc si on veut avoir quelque chose de solennel, parce qu'au fond tous les Français sont concernés par l'antisémitisme, de même que s'il y avait des actes anti-musulmans à répétition, on dirait c'est pas possible. Donc puisque tout le monde est concerné, un débat à l'Assemblée ou au Sénat, c'est pas idiot, avec un vote sur la dénonciation de toutes les formes d'antisémitisme. On verrait qui dira quoi. Oui. Il faut dire qu'il y a 1041 actes d'antisémitisme qui ont été recensés, parce qu'il y en a bien plus, j'imagine, 486 arrestations depuis le 7 octobre. Moi, ce que j'aimerais dire à nos auditeurs aussi, c'est que c'est pas juste des manifestations ou des propos comme ça. Ils sont retransmis à l'étranger et à l'international. Et les gens ils peuvent se dire depuis les pays arabes, eh bien la France, le pays des droits de l'homme, etc. Eh bien même eux, ils sont divisés sur cette question du soutien à Israël. Même les Français, ils le sont. Donc ça a un impact en fait en termes psychologiques sur justement le positionnement de certains pays arabes qui vont essayer de jauger leur soutien ou pas au Hamas. Donc ça n'est pas du tout anodin. Pour moi, sur les manifestations, c'est simple. C'est une excuse aujourd'hui de la part de la France Insoumise et de certains élus qui disent je veux pas venir parce qu'il y a le Rassemblement national, pour la simple bonne raison qu'ils veulent trouver une excuse de ne pas venir du tout à ces manifestations. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui que il y a beaucoup de gens qui disent à raison qu'aujourd'hui l'antisionisme c'est une forme déguisée d'antisémitisme. Et donc une manifestation contre l'antisémitisme de facto va condamner aussi l'antisionisme. Et étant donné qu'ils sont clairement antisionistes du côté de l'extrême gauche, ils ne veulent pas se rendre à ce type de manifestation. Et c'est pour ça que ce combat même sémantique sur l'antisémitisme, il est essentiel parce que c'est pareil, c'est un terme où le problème c'est qu'on l'a beaucoup trop utilisé. On parlait tout à l'heure de Carpentras, on avait accusé à l'époque le Rassemblement national, le Rassemblement national a été blanchi. Vous savez, ça fait des années que nos jeunes générations entendent des responsables politiques critiquer 30% de la population en disant que c'est des nazis, en disant que c'est des antisémites, etc. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner non plus qu'au sein de la population et des jeunes générations, ces mots-là n'aient plus de signification. Et je pense que c'est important de le dire. Alors Jean-Luc peut-être, Jean-Luc Benamias ?
Il faut quand même se rappeler de l'histoire de l'antisémitisme dans notre pays, qui est quand même une histoire qui date notamment au niveau de l'affaire Dreyfus, enfin, où l'extrême droite de l'époque, je dis bien l'extrême droite de l'époque, était totalement antisémite et le revendiquait comme tel. Rappelez-vous les manifestations de 1934, des manifestations largement antisémites. Alors, moi je veux bien qu'on fasse abstraction de l'histoire de l'antisémitisme en France et dans le monde, notamment en France, mais clairement, il est délicat, même avec l'existence et la naissance du Front National dans les années 60, qui se revendiquait strictement de l'antisémitisme. Alors, faire abstraction de tout ça, moi je veux bien, passons et disons tout le monde et tout ça est équivalent. Non, ça n'est pas équivalent. L'histoire de l'antisémitisme en France est une histoire extrêmement lourde. On ne peut pas passer dessus. Est-ce que les choses n'ont pas un peu changé? Moi, je trouve que la déclaration d'Olivier Faure était, pour moi et pour ma part, largement bienvenue. Alors, dans ces cas-là, effectivement, peut-être que les partis politiques peuvent... C'était assez, d'ailleurs, après Carpentras et après les attentats les plus douloureux qu'on a vécu en France, les partis politiques se mettaient derrière. Et dans ce cadre-là, ok, tout le monde est le bienvenu. Et après, traiter l'ensemble de la gauche, une partie de la gauche, comme antisémite, alors je le dis clairement, allons-y, passons en procès pour déclaration d'antisémitisme, notamment un certain nombre de membres de la LFI. Vous verrez dans ce cadre-là, que clairement, il ne sera pas possible de définir que la LFI et Jean-Luc Mélenchon lui-même est antisémite. Ce sera impossible, impossible. Les déclarations de ce genre sont des déclarations qui pousse à l'extrémisation. Je trouve ça très mauvais, moi. Très, très mauvais pour le pays. Je comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce qui pousse? Je dis là que on traite la LFI et Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Je ne vois aucune... Je suis pas un supporter de Jean-Luc Mélenchon. La phrase que j'évoquais tout à l'heure, quelques centaines de personnes, ça c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle, quelques centaines de personnes, écrit Libération, un millier d'IBFM, même propriétaire, même mensonge. Vous voyez pas de sous-entendu quand on sait que l'ancien propriétaire, admettons, de Libération et que celui de BFM soit Monsieur Drahi? Ouais. Non, rien de tout ça. Je sais pas de quoi on parle. Non, mais vous voyez pas. C'est pas la première fois, Jean-Luc. Chaque semaine, il y a des sous-entendus. Chaque semaine dans les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Non, bon, il y a écoutez, il y a 2 semaines. Je redis ce que je viens de dire. Mais je dis pas alors qui est procès? Le campé n'était pas du meilleur effet. Campé, oui. Il y a franchement un sous-entendu, et comme Jean-Luc Mélenchon connaît le poids des mots, utiliser ce mot n'était pas anodin. On était beaucoup plus violents à l'époque, et heureusement, lorsqu'il y avait la blague sur Durafour crématoire, Jean-Marie Le Pen utilisait ce type de ce verbiage. Et donc aujourd'hui, je trouve ça étonnant qu'on ne réalise pas que c'est le même type de verbage qui est utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour séduire une partie de son électorat. Parce que je rappelle que stratégiquement, d'un point de vue électoral, ce qu'il fait, il a raison. Ça veut dire que ça lui garantit un seuil de vote au-dessus de 14 ou de 15%, qui est certain et qui lui permet d'être très largement devant ses concurrents, qui sont 5-6% à gauche, parce qu'encore une fois, ça va être la bataille de l'unitaire. Et en plus, il les radicalise 3 ou 4 ans à l'avance. Donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut réaliser, c'est qu'il représente du monde. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Et pas comme s'il était tout seul, en fait. Potentiellement, être un second tour selon le candidat qu'il y aura aussi, parce qu'on sait que le ticket d'entrée, peut-être en 2027, peut être moins haut qu'il l'a été en 2022. Après, juste un mot. D'abord, toute la France insoumise n'est pas sur cette position. Non, il y en a quand même quelques-uns. Merci, c'est ce que j'essaie d'exprimer. Voilà, non, c'est pas ce que vous avez dit, Jean-Luc, pardon. Qui ne sont pas sur cette position, alors sans doute pas assez nombreux ou pas assez déterminés à à poser une question en termes de conflit et voire à quitter cette formation, parce que c'est pas des sujets anodins. Et deuxièmement, on est très concentré sur la France, mais regardons ce qui se passe aussi ailleurs en Europe. À Londres, c'est une carte. À Londres, c'est énorme. La mobilisation est très forte, avec un gouvernement qui est encore plus, je dirais, déterminé à soutenir Israël. Et en Allemagne, c'est exactement la même chose, avec des attaques de synagogues. Le Premier ministre écossais de la belle famille à Gaza. C'est quand même une véritable inquiétude. Donc, on reparle de l'antisémitisme en France et de son histoire, mais il faut aussi regarder de quelle manière, effectivement, ailleurs, avec des gouvernements, c'est vrai pour le gouvernement allemand, évidemment, c'est vrai aussi pour le gouvernement britannique qui soutiennent vraiment Israël, il y a dans ces pays des manifestations qui posent problème, avec d'ailleurs des manifestations qui sont interdites, notamment en Allemagne, comme en France, on interdit des manifestations. C'était 100 000 personnes. Mais on a le droit de soutenir Israël et d'être
absolument furieux de ce qui se passe, de l'élimination, des morts par centaines, par milliers dans la bande de Gaza. On a quand même le droit d'avoir cette opinion. On n'a pas dit en tout cas, moi, je l'ai. Mais personne ne dit le contraire. Là, on parlait de la France. Moi, j'aimerais juste dire un mot. C'est quand on touche à un juif, on touche à la France. Rappelez-vous, c'était Manuel Valls qui avait dit ça en 2015, au lendemain des attentats, où justement vous aviez l'Assemblée nationale debout face à lui. Mais peu importe le parti, tout le monde était debout. Il y avait une sorte d'union nationale. C'est en ça qu'effectivement la proposition de François Hollande est intéressante. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui vous ayez cette union nationale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'aimerais soulever. Moi, les manifestations de soutien, c'est super, mais je vais être un peu pessimiste, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard, objectivement ? Est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Moi, il y a une déclaration qui m'a fait beaucoup de peine. C'était samedi soir chez vos confrères de BFM TV, le papa de Jonathan Sandler, qui dit que il est bénévole, qu'il est volontaire pour aller parler de l'antisémitisme, raconter ce qui est arrivé à son fils et à ses petits enfants à Toulouse, et qu'il est convoqué une seule fois par an quand, et tant mieux, Latifa Ibn Zaden, qui est une femme formidable, et elle contactée et convoquée 3 fois par semaine pour venir donner sa vision des choses. Est-ce que c'est pas trop tard finalement ? Toutes ces manifestations, toute cette éducation qu'on veut faire, est-ce qu'on n'est pas passé à côté depuis des années ? C'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, vouloir rassembler, rappelez-vous en 2012, on avait voulu rassembler après l'attentat de Mohamed Merah à Paris, il y avait eu pas beaucoup de monde malheureusement. Donc moi j'ai peur même que de dire on va faire une manifestation contre l'antisémitisme, ça soit trop tard, et deux, que tout le monde s'en foute et qu'il n'y ait personne dans les rues. Le vote à l'Assemblée, c'est une proposition à retenir. Au moins c'est clair. Alors après c'est compliqué, évidemment, les termes du texte soumis au vote va être très débattu pendant des heures, mais au moins ça poserait les choses très clairement. Ça pose les choses clairement. Un dernier mot. Après, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais il y a déjà à l'Assemblée d'avoir de vrais débats, ce serait pas mal. Qui va m'intéresser, c'est la loi immigration qui vient, parce que si on parle de ce phénomène qui n'est pas seulement un phénomène français mais un phénomène européen, on ne peut pas ne pas l'associer avec une montée de l'immigration arabo-musulmane en France et en Europe qui de facto importe ce conflit israélo-palestinien et cette forme d'antisémitisme. Je ne vois pas à quel moment on serait capable de faire une analyse pour montrer que l'ensemble des populations des pays arabes détestent Israël et que les seuls qui les détestent pas, c'est ceux qui sont venus en Europe récemment. Moi j'ai du mal en fait avec cette grille de lecture. Donc c'est là où effectivement il y a un aspect où c'est malheureusement trop tard parce qu'on est tenu par notre démographie, ce qui fait qu'on se retrouve avec un Emmanuel Macron qui au début soutient vertement Israël et qui le lendemain est obligé de tempérer les propos. Ça veut pas dire qu'il ne soutient pas, c'est-à-dire qu'il est obligé d'équilibrer. Mais ça a toujours été la position sont obligés de le faire de plus en plus. Ils sont en ce moment obligés de le faire de plus en plus en raison de notre démographie. Et quand on parlait de Jacques Chirac, il y avait déjà la question de l'immigration à son époque. On va en reparler dans un instant de cette loi immigration. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ensemble jusqu'à midi, la loi immigration, le débat commence aujourd'hui avec un point d'achoppement qui est cet article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier, de ceux qui travaillent dans les restaurants, dans le bâtiment et dans les métiers en tension. Aujourd'hui, cette loi Alors, vous disiez, Arlette, en préambule, que vous espériez qu'il y ait un peu d'intelligence en étant un peu naïve et qu'on arrive, puisque on voyait, je crois que c'était dans le Parisien hier, qu'il y avait un sondage qui disait que les Français étaient majoritairement favorables à cette loi immigration et à la majorité des articles. Oui, mais quand on les sonde aussi sur des propositions de la droite, comme elles vont pour la plupart dans le même sens, finalement, tout le monde est assez d'accord sur quelques idées fortes. Alors, mais qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Surtout qu'ils arrêtent de penser qu'ils vont gagner des points. Le Rassemblement national en montrant que les LR sont mous, les LR en montrant que Darmanin n'est pas aussi dur qu'il le veut, Renaissance en montrant à quel point le macronisme marche avec un équilibre, en même temps on régularise d'un côté et on expulse de l'autre. Donc tout ça, finalement, n'est pas bon. Surtout qu'on en est à la 30e loi sur l'immigration. Chaque gouvernement hérite de la loi de son prédécesseur. Ils disent qu'ils vont abroger. Ils n'abrogent pas. C'est un peu comme les retraites, vous voyez. C'est-à-dire, on dit non. Et puis, quand on arrive au pouvoir, on regarde ce qui est bon, on le conserve. Et puis, on va... Comme la situation change... Pour les retraites, on n'a jamais été foutu de se mettre d'accord sur un mécanisme automatique qui réglerait le problème et qui soulagerait les gouvernements d'ailleurs. Ça prend des années de discussion. Et sur l'immigration, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un certain nombre de principes
qui pourraient être appliquées. On voit bien effectivement qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'accords. Alors on a beaucoup, on va en parler sur le point 3, mais globalement, l'ensemble de la loi met tout le monde d'accord. Où il y a des circonstances, tout le monde ne va pas être d'accord, mais il y a des circonstances qui font que évidemment, vous imaginez que le gouvernement aurait bougé il y a 5 ans sur l'aide médicale d'État? Sûrement pas. Non. Donc aujourd'hui, on voit bien que, ça change et on peut trouver des points d'accord là où on ne les imaginait pas il y a encore 1 an et demi. Oui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait que ça soit un jeu politicien de la part des Républicains et du Rassemblement national de rejeter ce projet de loi, tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu près de 23 projets de loi sur l'immigration et qu'à chaque fois, ils ne sont pas applicables pour une raison simple. Par exemple, quand Gérald Darmanin, il dit que il veut expulser aujourd'hui des délinquants étrangers, très bien, il peut demander leur expulsion, mais derrière, il y a un juge. Ce juge, il va s'appuyer sur un article de la Cour européenne des droits de l'homme et il va du coup annuler cette expulsion. Donc, lorsque les Républicains disent qu'il faut absolument changer la Constitution aujourd'hui pour faire en sorte que sur ces questions-là, la Constitution prévale largement par rapport à la CEDH, c'est une façon de redonner du pouvoir à la politique parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est au juge. Donc je pense pas que de la part des Républicains ou du Rassemblement national, ce soit une mesure politicienne que de constater que ce projet de loi ne sera pas applicable sur de nombreuses choses. Ensuite, il y a l'article 3. Il faut quand même rappeler qu'il pousse à la légalisation des sans-papiers sur les métiers en zone tendue. On a entre 500 000 et 1 million d'immigrés illégaux sur notre territoire. Il y en a beaucoup qui ont ce type de travail. Il faut se rappeler que sous Mitterrand, il y avait eu 120 000 régularisations. En 97, par Jospin, il y en avait eu 90 000. Ça veut dire qu'on va être sur les mêmes ordres de grandeur de légalisation des sans-papiers que Lionel Jospin et que le socialiste. Donc évidemment, il y a quelque chose, il y a un message qui est différent. Ensuite, une fois qu'ils sont légalisés, ça leur donne droit au regroupement familial parce qu'on met pas en place une politique de quotas. Donc derrière, il y aura encore plus de monde. Et enfin, il y a le dernier point, c'est que énormément d'immigrés vont continuer justement à se dire j'arrive en France parce que de toute façon, l'accès au travail est plus facile. Moi, c'est exactement ce que ces immigrés que je voyais à Lampedusa en Afrique me disaient. Mais il n'y a pas uniquement que l'article 3. Parce que quand on entend Marine Le Pen qui dit si jamais l'article 3 est retiré, peut-être que je le voterai. Mais il faut regarder un peu plus précisément. Je vais vous parler de l'article 4 du projet de loi. Eh bien, s'il est adopté, il prévoit que certains demandeurs d'asile venant des pays les plus à risque puissent accéder directement au marché du travail, contre une attente d'au moins 6 mois. Donc cet article va permettre aussi de faire en sorte que des illégaux puissent travailler. Tout comme cet article, je crois c'est l'article 6, va par exemple faire en sorte que quelqu'un qui aujourd'hui emploie un illégal, aujourd'hui c'est un délit, demain ça va être simplement une contravention. Donc il y a plein d'éléments dans ce projet de loi qui sont totalement contradictoires, alors qu'il y a un seul message à poser. Est-ce qu'on veut plus ? Ou est-ce qu'on veut moins d'immigration? Et là-dessus, ils veulent faire du en même temps. Et donc, bien sûr que les Républicains, ils ont raison non pas de jouer leur jeu, mais de ne pas mentir aux Français. Parce que la loi Darmanin, la loi Collomb, du début du premier quinquennat de Macron, elle n'a pas fonctionné. Personne n'en parle. On voit même pas Macron revendiquer des réussites de ce côté-là. Donc, ce qui compte à un moment donné, c'est de résoudre le problème de l'immigration. Et il faut le faire uniquement aussi si on modifie la Constitution. Parce que sinon, c'est les juges qui décident. Et on connaît les juges sur leur position complètement idéologique de gauche. Les cas sont soumis ou retoqués par la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Ça se fait pas en milliers. Donc, c'est pas tout à fait juste. Il y en a beaucoup. Et derrière, on voit qu'on a été condamné aussi, c'était il y a 3 semaines, qui nous disait qu'on n'avait pas le droit d'appliquer certaines OQTF aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve bloqué là-dessus. Et comment on fait en sorte demain, s'il y a quelqu'un qui débarque sur notre territoire et qui a accès au travail, à partir du moment où, de toute façon, il a accès au travail européens, vous savez ça, parce qu'on dit à la fois ils travaillent pas, et en même temps, dans d'autres pays, ils ont accès au travail. C'est vrai aussi en Allemagne. Après, on peut demander des conditions. Il faut qu'ils parlent français, il faut qu'ils parlent notre langue, il faut qu'ils aient une profession, etc. Mais ça se fait dans tous les pays européens. Il y a qu'en France où on ne travaille pas. Alors, ils sont en train de restreindre l'Allemagne en attendant le Premier ministre. C'est autre chose. Mais le droit au travail existe dans la plupart des pays européens. Mais c'est un énorme problème parce qu'en fait, la majorité de l'immigration aujourd'hui qui vient en France et en Europe, c'est une immigration économique. Et d'ailleurs, c'est une immigration qui vient de pays francophones. Si vous avez un médecin et si vous avez un prof, c'est bon. C'est-à-dire, ça veut dire des Camerounais, des Ivoiriens, etc., qui parlent français. Éric Tegner, moi j'entends ce que dit Éric et on peut comprendre. Maintenant que vous avez donné le chiffre, c'est entre 400 000 pour l'article 3, j'entends, c'est entre 400 000 et environ 1 million de personnes, selon les chiffres qui se regroupent, qui seraient concernées. D'abord, il y a des conditions qui sont très claires dans cet article 3 pour accorder effectivement la nationalité française à ces gens-là. Il y a un nombre d'années qu'il faut respecter pour être en France. Il faut effectivement savoir parler le français et toute une série de mesures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, franchement, ne pas régulariser ces gens, excuse-moi de vous le dire, mais c'est être hypocrite. C'est-à-dire que tout le monde en profite.
Ouais. Tout le monde en profite. Et souvent, les classes les plus aisées, pour des babysitters, pour des femmes de ménage ou tout ce que vous voulez, on les laisse galérer. Elles cotisent, soi-disant, et puis elles pourront pas bénéficier dans quelques années de ce dont elles ont cotisé. Donc moi je trouve que c'est vraiment pour le coup. Il y a une hypocrisie, c'est je suis pour condamner. Il y avait une époque, je me rappelle, les prisons de la région de France. Dernier point. Vous avez parlé des chantiers. Vous avez dit un mot. Justement, Deliveroo, 80% c'est des illégaux. C'est sorti la semaine dernière. À quel moment Deliveroo, on leur fait pas une énorme amende? Ils l'ont eu l'énorme amende. Peut-être qu'il faut la faire tous les mois. Quand il y a 80% des travailleurs qui sont illégaux. Alors peut-être. Non, mais c'est juste dire que vous avez dit aussi un mot qui était important, c'est économie. Aujourd'hui, c'est des métiers en tension. On le sait très bien. S'ils sont pas là, les métiers ne fonctionnent pas. Ça, vous le savez aussi. Ça, c'est factuel. Discuter avec un restaurant, il n'a que des Sri Lankais dans son dans sa cuisine. Il y a énormément des Sri Lankais dans le bâtiment. Et des Bangladais aussi. Mais je suis désolé. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais vous dire, il y a aujourd'hui plus de 400 000 étrangers qui sont au chômage en France. Donc, c'est-à-dire qu'on a accueilli des étrangers dans notre pays. Et aujourd'hui, ils sont au chômage. Et ils ne cotisent pas. Donc déjà, ces étrangers-là, mettons-les au travail. Autre chose. Non, mais c'est pas comme si on était sur un taux de chômage de 3 à 4%. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis désolé, lorsqu'on est dans un pays sur lequel 70% des OQTF ne sont pas appliqués, c'est-à-dire qu'à partir de... Non, c'est pas autre chose. Je suis désolé, à un moment donné, moi je l'ai vu, j'ai rencontré des centaines de migrants de tous les pays. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois? Ils disent on vient parce que de toute façon, on aura accès au travail et au bout de quelques années, on sera légalisé. Le jour où ils entendent ce message qu'en France, en fait, on légalise 100 000 ou 150 000 personnes, je vous garantis qu'ils vont continuer à traverser la Méditerranée. C'est un message et un appel d'air qui est absolument catastrophique. La Méditerranée, c'est pas parce qu'ils espèrent faire la plonge dans un restaurant français. Je pense pas non plus. Mais parce qu'ils espèrent avoir du travail et parce que leurs amis et leur famille qui est là-bas leur disent qu'ils auront accès au travail. Jean-Luc Benamias. Ouais. J'ai du mal là, j'ai du mal avec Eric là, j'ai un mal fou je crois. Vas-y, sors ton discours d'extrême droite régulièrement. Vas-y, sors des faux chiffres. Alors je vais sortir un chiffre qui est vrai moi, par rapport aux Jeux Olympiques qu'on accueille en France, tout le monde le sait. Eh bien, il y a eu une grande grève soutenu par la CGT notamment, il y a à peu près 15 jours, sur la régularisation obligatoire et rapide des sans-papiers qui travaillaient pour que la France puisse organiser à temps les Jeux Olympiques. Eh bien, en 1 semaine et 10 jours, plusieurs centaines, si ce n'est des milliers, ont été régularisés parce qu'on en a besoin. Deuxième chose, dire que l'immigration est un appel d'air. Enfin, le changement climatique, des pays où on ne peut plus vivre, les guerres dans des différents territoires, de l'Afrique, de l'Orient, et ainsi de suite. Vous croyez forcément que ces gens-là ont envie de partir? Non! Ils pensent être dans l'obligation de partir. Ils sont même prêts, je le dis régulièrement sur cette antenne et dans d'autres antennes, ils sont même prêts à mourir pour pouvoir passer, à décéder avec femmes et enfants. Et vous croyez que parce qu'on aura pris des décisions franco-françaises, on va arrêter la migration? Le problème des migrations, c'est l'accueil. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable, et on n'a pas été capable, notamment depuis le regroupement familial, quand on accueille des migrants, de former à la citoyenneté, de former à la République, de mettre les moyens pour former à la République. C'est indispensable. Après, évidemment, il faut une répartition des migrants et des migrations. Mais la migration, je le dis et je l'affirme, ne s'arrêtera jamais, encore moins avec le changement climatique. Alors cessons d'avoir peur de tout cela. Gérons tout cela au niveau de l'Union européenne, ce que l'Union européenne ne fait pas assez. Tu parlais de l'Allemagne, Eric. Évidemment, l'Allemagne a décidé à un moment donné d'arrêter. Ils ont accueilli, on se rappelle, plus d'1 million de migrants en quelques semaines. Alors évidemment, chacun se répartit les possibilités. Mais arrêtons de penser que les migrations dans le monde entier s'arrêteront du jour au lendemain. Arrêtons de penser que tous les migrants du monde entier n'ont qu'un objectif, c'est de venir en France. Mais petite pause et on continue de parler de cette loi immigration. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, cette loi immigration qui arrive donc au Sénat déjà dans un premier temps, elle sera après évidemment retoilettée, comme on dit,
à l'Assemblée. L'enjeu, effectivement, c'est de savoir si le gouvernement arrivera à faire passer cette loi avec des points d'achoppement. On vient d'évoquer ce point 3, cet article 3 sur les métiers en tension, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que sur le fond, Arlette, je me tourne vers vous, sur le fond, est-ce qu'il y a, on pourrait imaginer que le Rassemblement national vote cette loi, le Rassemblement national, à la surprise de tout le monde, Marine Le Pen elle-même a dit il y a à peu près une semaine que si justement cet article 3 ne figure pas dans le projet, les Rassemblements nationaux, ses députés pourraient très bien le voter. C'est une petite loi, dit-elle, bien insuffisante, mais on a compris que ça aussi, c'est une. Alors pour le coup, ça c'est un petit bouger stratégique ou tactique au choix qui est malin, c'est-à-dire de dire dans la série, on vote tout ce qui va dans le bon sens. C'était vrai pour le pouvoir d'achat. On vote aussi pour l'immigration, ce qui est aussi une manière de répondre à cette objection ou à cette critique qu'on fait systématiquement en direction du Rassemblement national. Quand il y a des lois contre le terrorisme, vous les votez pas en disant c'est pas suffisant. Quand il y a des lois à l'immigration, vous dites c'est pas la peine d'apporter nos voix, c'est un texte minable. Là, c'est assez astucieux de dire c'est pas bien, mais ça va dans le bon sens, donc on adoptera. Même si je pense pas qu'elle la votera en l'état si l'article 3 uniquement est retiré, parce qu'il y a l'article 4. S'il n'est pas retiré, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres aujourd'hui aussi, des articles. Et ça, la musique monte. Texte arrive aussi à l'Assemblée. Ce matin qui disait ça. Moi, je pense pas que l'article 3 sera retiré, je le dis très honnêtement. Donc, elle la votera, réécrit et adapté peut-être. Mais on peut aussi, ce qui vient de dire Arlette, très intéressant, basculer de l'autre côté de l'échiquier, qui pour le coup, chez la France Insoumise, eux ne voteront pas le texte. Non. C'est les bruits qu'on entend des députés. Quoi qu'il arrive, on peut enlever l'article 3, rajouter l'article 27. Quoi qu'il se passe, ils voteront pas la loi. Et donc, ça prouve bien aussi une chose, c'est qu'on est encore dans de la politique et qu'il se passera rien et que tout le monde disait au début en 2022 lors des élections législatives, ça va être très compliqué de faire voter des lois à part le 49.3. Le 49.3, il est plus là. Ça va être très compliqué de faire voter cette loi. À mon avis, je crois qu'on sous-estime. Là, il faut bien dire une chose, c'est que la loi commence au Sénat. Aujourd'hui, parce que c'est un texte de l'intérieur, donc commence au Sénat et qu'après il va à l'Assemblée. Au Sénat, ça posera très peu de problèmes. Je pense que le texte il y a une division, mais ils arriveront avec Retailleau entre le centre et mais Retailleau, moi je pense que le président LR remettra Bruno Retailleau, remettra ce qu'il veut, les petites modifications qu'il a après dans le texte. Et les centristes sont pas d'accord. Eux, l'article 3. Au contraire. Et d'ailleurs, ça venait d'eux à la base. Les gens ont oublié que ça venait du Sénat, cette idée qui était déjà posée à 3 mois. Il y a une chose qu'il faut quand même noter, c'est l'ouverture Emmanuel Macron hier, qui explique que il va falloir justement baisser le seuil pour faire un RIP. Donc aujourd'hui, nos auditeurs doivent le savoir. C'est très compliqué. On passe à 1 million de signataires et uniquement 89 députés plus 187. Et d'élargir justement la possibilité de faire des référendums sur les questions de société, dont l'immigration. Et en fait, on va pouvoir du coup voir l'attitude de la majorité lorsque début décembre, le projet de loi justement de modification constitutionnelle des Républicains va être déposé. Ça, pour moi, ça montre typiquement que, en fait, même Emmanuel Macron a conscience qu'en fait, il est enfermé dans un projet de loi et que si véritablement il fallait changer les choses, il faudrait passer par une modification constitutionnelle. Après, il veut pas en être à l'initiative, il veut que ça soit l'initiative des autres. On va voir aussi si c'est des carabistouilles pour essayer de séduire les Républicains, mais la vérité, c'est que ça ne peut être modifié que par la Constitution, notamment en passant par un référendum. Je suis désolé, on peut pas passer notre temps à dire qu'il faut être sérieux, qu'il faut être rigoureux, qu'il faut pas voter pour des gens qui ne savent pas travailler et ne pas écouter les meilleurs constitutionnels comme Jean-Éric Schuttel, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui dit noir sur blanc que cette loi ne sera pas applicable en l'état si on modifie pas la Constitution. Ou alors on continue de se moquer des Français, on fait des manifestations et des votes qui servent à rien et après on passe en 49.3. On peut dire juste un truc, brûlez pas les étapes. Il faut d'abord modifier la Constitution pour élargir le champ du référendum. Ça va pas se faire demain matin, ça va pas se faire le 15 janvier. Bien sûr, c'est 6 à 9 mois. Après, il va falloir éventuellement organiser un référendum. Tout à fait. On verra si le gouvernement prend l'initiative, ça m'étonnerait, ou s'il y a une possibilité d'un référendum, je sais pas comment on l'appellera demain, d'initiative partagée, mais en réduisant les conditions, donc 1 million au lieu de 10% du corps électoral. Donc, ça va pas se faire demain matin. Bien sûr, mais donc, si vous êtes très pressé pour que le sujet de l'immigration soit traité, il vaut mieux se dire
qu'effectivement, le projet de loi Darmanin va être appliqué, il peut rentrer en application directement, si j'ose dire, beaucoup plus vite justement, c'est là que où la réforme constitutionnelle. C'est là où il ne faut pas être démago. L'immigration, c'est un sujet de fond, c'est un sujet justement, il faut se projeter sur le long terme, penser économie, etc. Et donc si on prend 6 à 9 mois de plus pour le faire, c'est absolument pas grave. Sans appliquer une loi, ça prend du temps aussi. Jean-Luc, comment... alors hier, effectivement, on a appris qu'Emmanuel Macron avait lancé un appel aux chefs de parti à se rassembler pour évoquer cette possibilité d'introduire donc les sujets de société, les questions de société dont l'immigration. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il appelle les formations politiques à venir et qu'il n'en sort rien puisqu'il n'écoute rien. Il n'écoute même pas ce que dit sa majorité, enfin son ex-majorité. Le problème de cette loi immigration, pour moi, se joue sur l'article 3, hein, même s'il y a d'autres articles compliqués, complexes, d'accord. Mais l'article 3, sur les métiers en tension. Le débat est un débat réel, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on est capable, en quelques semaines ou quelques jours, de régulariser un certain nombre de sans-papiers, quand on en a réellement besoin pour des raisons de proximité, notamment des Jeux Olympiques. Si on regarde bien, il y a combien de métiers qui sont pas en tension dans le pays ? Il y en a des centaines qui sont en tension. Il n'y en a pas 80, il n'y en a pas 100, il y en a des centaines qui sont en tension. Ouais. Même l'éducation nationale est en tension, puisqu'on n'arrive pas à avoir le nombre d'enseignants, aussi bien en primaire qu'en secondaire, qui suffirait à remplir le rôle professoral dans nos lycées et dans nos collèges. Donc, on va aller jusqu'où par rapport à ça ? Moi, je suis assez d'accord avec cette histoire de métiers en tension, mais je pense que ça ne réglera pas grand-chose. Je vais vous dire, Jean-Luc, parce que effectivement, à un moment donné, on changera de métier en tension. Mais après ça, il est absolument obligatoire qu'à un moment donné, quand nous avons des migrants qui sont sur place, qui sont chez nous pendant des années, ils travaillent au noir et qu'ils sont utiles à la société, eh bien, il est obligatoire qu'à un moment donné, il y ait des phases de régularisation. Dans tous les pays, c'est comme ça. Ouais. Alors, tout à l'heure, Jean-Luc expliquait qu'il y avait une régularisation massive sur l'organisation des Jeux Olympiques. Je ne suis pas certain que ça rassure nos auditeurs. Mais c'est pas une question de rassurer les auditeurs. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important, notamment d'un point de vue de la sécurité, et de penser que dans cette organisation, alors il faut voir dans les détails, mais on sait que même dans les métiers de la sécurité privée sur les Jeux Olympiques où il manquait de gens, ils ont énormément recruté aussi dans certains quartiers. Moi, j'ai tendance à penser que ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant aussi pour la sécurité. Tout à l'heure, vous parliez des métiers en tension en disant qu'il y avait dans l'éducation nationale ou la police. Vers quoi ? On va prendre des illégaux, on va les légaliser, et après ils vont aller apprendre à nos enfants comment se comporter. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, oui, mais Valérie, ce que je veux dire par là avec humour, c'est qu'en fait, le métier en tension, il va pas être résolu de toute façon par la légalisation. C'est une réflexion économique de mobilité et de logement. Donc en fait, faut l'aborder plutôt que de penser c'est bon là, on va tout régler, on va légaliser les gens. C'est pas non plus ce qu'a dit Jean-Luc Benamia sur le référendum et donc cette annonce d'Emmanuel Macron. Allons-y. Oui. Allons-y, mais enfin c'est pareil, moi je crois pas non plus, mais bon, je moi non plus. Non mais voilà, essayons de le faire, voyons si effectivement je pense que l'initiative ne viendra jamais d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais jamais. Il a beaucoup trop à perdre dans cette histoire politiquement. Mais oui, s'il arrive à mettre un peu plus de démocratie, ce qui est demandé par plusieurs millions de Français depuis quelques années, s'il arrive à mettre plus de démocratie, je sais pas si c'est le bon texte, très objectivement pour le faire. Après c'est un avis tout à fait personnel. Alors ça peut être sur d'autres textes après. C'est un grand, c'est un grand succès. Ça peut être sur l'environnement. Bien évidemment, mais se servir de... Si sur le retour de la peine de mort, c'est pas forcément une bonne idée. Non plus. Non. Exactement, non plus. Il n'y aura pas 89 députés qui vont signer il faut mettre des garde-fous quand même. C'est sûr, vous avez raison, ce sera encore sans doute une moins bonne idée. Bref, oui, sur le retour sur un référendum d'initiative partagée, citoyen, je sais pas comment ils l'appelleront, à ce moment-là, oui, c'est peut-être une bonne solution, peut-être. Regardez le sondage hier, c'était dans le Parisien, donc sur les Français, le renforcement des possibilités d'expulsion des personnes étrangères représentant une menace pour l'ordre public, 91% y sont favorables. La réduction des procédures différentes de recours contre les décisions de reconduite, 78% y sont favorables. Le remplacement de l'aide médicale de l'État par l'aide médicale d'urgence, là aussi grande majorité, 71%. Création d'une carte de séjour d'1 an. Enfin,
ce sont des propositions qui recueillent une grande adhésion chez les Français. Et c'est vrai que sur l'immigration, ils sont assez mesurés aussi. L'immigration de conjoints et des enfants d'étrangers installés en France, ils sont 56% à la rejeter. L'immigration de travailleurs étrangers, 52% à la rejeter. L'asile politique, c'est 50-50. Et les étudiants, c'est un peu plus 38%. Alors, il faut savoir d'ailleurs que le projet de loi immigration ne va concerner que 30% de l'immigration aujourd'hui, parce qu'on touche pas à la question au regroupement familial qui est très importante, et parce que ce projet de loi commence en disant en raison des accords franco-algériens, ça concerne pas l'Algérie. Ça, il faut quand même le dire aussi aux Français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, de base, ça va résoudre les 25% du sujet. Ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que vous avez deux immigrations, une immigration économique, en gros, avec des raisons économiques que les Français soutiennent, une immigration qui est plus sociétale, et là, effectivement, on voit que forcément, dans le contexte actuel, ça aide pas pour, et c'est bien normal, pour pouvoir favoriser ces propositions. Et juste, on va voir si le gouvernement accepte justement ce que proposent les LR, c'est-à-dire revenir aux quotas. Ça n'avait pas marché sous Nicolas Sarkozy, mais est-ce que cette fois, on pourra fixer des quotas pour accepter l'immigrant sur des métiers. Les quotas, c'est exactement, vous avez raison, ce qui permet justement de pallier le problème du regroupement familial. Parce que le regroupement familial, c'est automatique. Mais s'il y a un quota, on leur dit non, le quota a déjà été atteint, tu retentes l'année prochaine. Allez, on aura l'occasion évidemment de revenir sur ce projet de loi dans un instant. André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.